Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des baroudeurs. Durant cette période de confinement, on a plein de temps, du coup on vous fait plein de vidéos, on espère que vous appréciez. Aujourd'hui, je suis avec notre jeune pépite, Alex, qui n'est plus tellement une pépite, vu que c'est sa 4e vidéo. Comment vas-tu, Alex? Ça va, et puis déjà je vais me permettre de te reprendre, c'est que ma 3e émission, mais j'espère sinon que vous allez tous très bien. Ah t'inquiète, il y a la prochaine qui sort, c'est pour ça. Ah, Ensuite, je suis avec le tirailleur de la paillade, Rudy. Comment vas-tu, Rudy? Salut, tout va bien, très bien, parfait. Et je suis avec Thibaut, directeur marketing et commercial de Vital Concept. Vital Concept, pour ceux qui ne le connaissent pas, équipe de 2 ans et demi maintenant, 2e division mondiale en Conti Pro, qui a remporté de belles courses avec notamment Brian Coca, un des top 3 des meilleurs sprinteurs français qu'on connaît, dont on connaît assez bien ses performances, notamment sur le Tour, où il avait fait 2e derrière Kittel. On est assez très content de te recevoir, Thibaut, donc je te laisse te présenter, nous parler un peu de ton parcours, comment tu es arrivé là. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes ceux qui nous écoutent. Alors, je m'appelle Thibaut Desmazures, je suis le directeur marketing commercial du BNB Hotel Vital Concept Power by KTM, le nom complet de la structure. Comment j'en suis arrivé là? Je travaillais dans le milieu du sport nantais avant d'intégrer le club de la jeunesse du projet. J'avais la chance de connaître Jérôme alors qu'il était encore coureur cycliste à l'époque chez YAM. Donc on a lié d'amitié et puis de fil en aiguille, je pense dans les différentes réflexions qu'il a pu avoir avec son frère dans les mois qui ont précédé le lancement de l'équipe, ils m'ont recontacté et puis ça s'est fait comme ça. OK. Bah, alors on a plusieurs questions à te poser. Donc, déjà, en quoi consiste ton rôle au sein de l'équipe? Est-ce que tu peux nous expliquer? Enfin, par exemple, c'est est-ce que tu joues dans les contrats? Enfin, quel est ton rôle? Alors j'ai 2 rôles bien distincts, même si au final ils se rejoignent assez rapidement. Le premier, c'est de participer et d'être assez force de proposition dans la création de l'image de marque du club. Et dans un deuxième temps, j'ai cette notion de financement de la structure qui est forcément primordiale pour faire exister une entreprise de cette dimension. Donc, par exemple, c'est toi qui allais chercher BNB, l'an dernier? Non, non, je ne peux pas m'en targuer. C'est forcément un travail d'équipe avec Jérôme Pinault, avec Sébastien Pinault et puis avec tout un ensemble de collaborateurs qui travaillent à nos côtés. D'accord. mais du coup, tu t'occupes quand même de tout ce qui est relations, partenaires, et cetera, et cetera. Exactement, tout à fait. Voilà. C'est mon rôle. OK. Donc, bah, on va poser plusieurs questions sur l'équipe. Donc déjà, cette année, c'est la première invitation sur le Tour et aussi Mmh, une invitation sur Paris-Nice qui arrive à la dernière minute. tout à fait. Heu, comment l'a reçu l'équipe? Parce que c'est enfin, on monte enfin, au niveau, voulu. Alors, on peut pas dire que c'est une consécration. Alors, je vais me concentrer sur le Tour de France dans un premier temps. On peut pas dire que c'est une consécration dans le sens où, non seulement c'est bien d'y être, c'est bien d'y participer. Maintenant, c'est à nous de prouver qu'on a mis notre place dans l'élite du cyclisme mondial. Donc, c'est du domaine du sportif, donc ça sort de mon champ d'activité, de mon champ d'action. Mais on croise les doigts et on fera en sorte d'être prêt pour cet événement de dimension mondiale. Puis pour Paris-Nice, comment dire ça? On ne pouvait pas refuser une telle invitation. Paris-Nice, c'est l'un des grands événements du calendrier international. On ne pouvait pas passer à côté. Alors, on n'était pas prêt sportivement à y être, mais on se devait de faire honneur à cette compétition. Comment vous avez reçu? C'est directement ASO qui a appelé en recherche d'équipe et qui s'est dit, «On va appeler, Wanty et Vital», Tout à fait, ouais. OK, Ils ont d'accord. pris contact avec Jérôme et puis ils sont organisés de manière à ce qu'il y ait le nombre d'équipes et de coureurs souhaités au départ. D'accord. OK. Très bien. Bah, Et est-ce que, Rudy, peut-être une question? Moi, je sais pas, peut-être au sujet de Paris-Nice, il y a eu une quelconque pression pour qu'il y ait une équipe supplémentaire pour que la course ait vraiment lieu, ou il y avait vraiment une recherche d'une équipe particulière? Zéro pression, c'était assez brut. ASO qui appelle Jérôme, qui propose
une place pour que l'équipe soit alignée au départ. Et ça a été un oui franc et direct. Ah bah, ça a dû faire plaisir, j'imagine, dans la structure. Tout à fait. Alors après, c'est un branle-bas de combat parce qu'on dit oui, mais ça engendre plein de conséquences, qu'elles soient d'ordre logistique ou sportive. Donc il a fallu être à la hauteur et puis tout le monde a répondu présent lors de cette grande modification de notre planning, il faut le dire, parce qu'on avait prévu un stage en parallèle normalement. Donc tout le monde a su répondre présent et c'était vraiment une belle réaction de la part de la structure en général. J'avais aussi une question pour toi, parce que c'est la première année qu'on voit le Vital Concept sur, le Tour de Langkawi, qui est une course asiatique qui est assez réputée dans l'Asia Tour. Est-ce que c'est une demande de sponsor ou est-ce que c'est parce que ça collait mieux avec le calendrier? Alors, L'intérêt sportif. de mémoire sur le plan sportif, c'est que Oman disparaissait du planning Ouais. suite A été au annulé, décès oui. du sultan. Et donc, il y avait besoin d'avoir un bloc de compétition à ce moment-là. Et donc, les directeurs sportifs, Didier Roux en tête, ont opté pour cette option-là. D'accord, OK. Parce que, Mais ouais, ça justement, à ce sujet-là, est-ce que pour certaines courses, on sait que BNB, notamment l'arrivée de BNB, on a voulu, orienter l'équipe vers, un effectif un peu plus, internationalisé, pas, limité à la France et à la Belgique. Est-ce que, du coup, les sponsors mettent, pas une pression, j'ai pas envie de dire ça, mais une certaine, comment dire? bah, ils Certaine arrivent avec des demandes, quoi. pression, voilà, une certaine Ouais, tout à demande fait. pour, certaines courses. Alors, c'est pas du tout une pression, mais c'est qu'on travaille main dans la main, forcément, à établir le calendrier bien en amont du début de saison. L'idée, c'est forcément de coller le plus possible aux territoires qui sont appropriés à nos différents partenaires. Donc aujourd'hui, B&B Hotel est présent dans toute l'Europe, voire maintenant à travers le monde, mais dans toute l'Europe. Donc on avait ce besoin d'être présent sur différents territoires. Ça sortait véritablement de la France et du Benelux, tout comme en première année et en deuxième année, Vital Concept ayant un très grand front de développement dans le Benelux, des grandes capacités de croissance à ce niveau-là, on avait fait le nécessaire pour être présent sur les classiques belges. Donc c'est vraiment c'est juste normal en fait, c'est la suite logique des choses. Quand un partenaire investit des montants aussi importants dans une structure sportive professionnelle cycliste, il est tout à fait normal de s'adapter à sa demande quant aux desiderata géographiques, on va dire. Mais Est-ce que ça influe vous arrivez tout de même à joindre le côté sportif et financier. Vous allez pas non plus, je sais pas, au fin fond de la Russie, à cause de votre sponsor, au final? Alors je pense que c'est pas tous les matins qu'il y a des courses cyclistes professionnelles au Non, fin fond de la mais Russie. Non, mais Non, non, mais pour être voilà. sérieux, on arrive forcément à concilier les 2 puisque quand ce n'est pas une raison, géographique qui nous pousse à participer à une Ouais. course, c'est sa raison, de notoriété et d'image et voilà, je n'ai pas forcément d'idée en tête, à l'instant T, mais une course qui ne correspondrait pas au, à la demande spécifique de B&B Hotel ou de Vital Concept, si elle présente une notoriété importante, si c'est l'un des monuments, par exemple, du cyclisme mondial, c'est tout à fait normal qu'on y prenne part. Il y aura tout l'aspect télévisuel qui rentrera en jeu. Très bien. OK, OK. Je voulais te parler de, Brian Cocard, puisqu'on sait que c'est un peu la figure de proue de l'équipe et comment, la communication est pas mal axée sur lui quand il y a eu quand il y a eu la prolongation, par exemple, de Cocard. même Est-ce l'arrivée d'Jens de Buschkere, ça a été très tourné sur Coca encore. Voilà. Est-ce que du coup, c'est la star de l'équipe? Est-ce que c'est, comment tu vois la médiatisation de Cocard? Est-ce que on cherche vraiment à faire la figure de proue de l'équipe ou, est-ce que pas forcément? Ah, c'est intéressant d'avoir ce retour-là de votre part parce que, en tout cas, l'équipe marketing qui travaille autour de ça n'a pas du tout cette impression-là, je pense. On est avant tout une équipe, on est un club, hein. Je ne sais pas si vous avez relevé le fait que depuis le début de cette interview, j'utilise souvent le mot club, puisqu'au-delà d'avoir des leaders, qui le sont de fait, hein, forcément, on a un club et voilà, sans la base du club, les leaders ne pourraient pas s'exprimer. Donc on essaie de faire en sorte que ce soit relativement homogène sur ce plan-là. Après, forcément, Brian est sous le feu des projecteurs de par ses performances sportives. Donc, on essaie de faire en sorte que on parle de lui en bien et de manière la plus objective possible.
J'espère que je réponds à votre question de ce point de vue-là, parce que alors, nous, on Ouais. essaye de faire en sorte que voilà, les différents leaders, les différents coureurs qu'on souhaite mettre en avant le soient de manière relativement homogène. Après, forcément, il y a ce biais sportif qui rentre en jeu. Et quand Brian gagne, on est forcément les plus heureux du monde et on fera une communication spécifique autour de lui. Mais peu importe le coureur, du moment où c'est un Meningles qui lève les bras, quoi. OK. On va juste Oui. peut-être peaufiner ma réponse par rapport à Brian, parce que il y a cet aspect communication qui rentre forcément en jeu sur le plan sportif, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu Brian au début du projet, il n'y aurait peut-être pas eu de projet, dans le sens où Jérôme s'est énormément reposé sur la figure de Brian pour finir de convaincre certains coureurs lors de la création de l'équipe. Et voilà, on ne peut que remercier, et on remerciera jamais assez, je suppose, Brian du geste qu'il a eu, de la confiance qu'il nous a accordé dès les premiers jours, même avant la première journée officielle d'existence du club, quoi. Enfin, vous avez surtout profité de la situation de Brian à l'époque de Direct Energy, surtout. Oui, non, parce que je te laisse imaginer qu'en dehors de nous, il ne manquait pas d'offres. Il y a eu des offres en World Tour même à un Oui, moment, oui, il y Brian a eu Cocard. plein d'offres. Donc c'est un Voilà. choix, c'est un choix aussi de sa part. Donc bon, maintenant que la connexion est revenue, je voulais poser une question sur le cas des frères Turgis, qui ont Voilà. eu tous les 2 leurs problèmes de santé. Comment ça a été géré au sein de l'équipe, le fait que, de perdre 2 coureurs comme ça et de les transformer en, je sais que peut-être en DS, peut-être pas pour Jimmy Turgis, mais comment vous gérez ça au sein de l'équipe? Ah bah forcément, on peut pas s'y préparer, hein. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, et puis c'est forcément délicat à vivre. Alors, moins délicat que les principaux intéressés, forcément, mais nous, de notre côté, on fait en sorte que ce passage soit le moins compliqué pour eux, euh, à notre échelle, on va dire, que ce soit pour Tanguy ou ensuite pour Jimmy. Jérôme a été exceptionnel dans la gestion humaine de la crise, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, ça, ils ont été, ils sont et ils seront à jamais des Meaningless, donc ils savent qu'ils sont toujours les bienvenus au sein du club. Aujourd'hui, Tanguy a vraiment su saisir l'opportunité qui lui était offerte au sein du VCP Loudéac, et il travaille vraiment, on va dire, extrêmement, il est extrêmement lié au VCP et à nous, dans le sens où il y a également des passerelles qui ont lieu quotidiennement entre notre club ferme et les Mailing Glass. Et puis Jimmy, faut qu'il prenne le temps également de pouvoir se retourner. C'est quelqu'un qui est très mature et qui est parfaitement entouré, et il saura revenir vers nous quand il le faudra. D'accord, d'accord. Et justement, ça amène, par rapport finalement à ta relation avec les coureurs. Est-ce que finalement tu es proche d'eux ou c'est plutôt le community manager, à ne pas confondre avec ton rôle bien sûr, heu, avec qui ils sont plus proches? Ou est-ce que finalement, ils sont pas proches de toi et au final tu leur parles assez peu? Donc nous, on fonctionne de la manière suivante. On a un membre de l'équipe marketing qui est présent à chaque course du club quand c'est possible. On n'était pas au Langkawi, on n'était pas dans la péninsule arabique, mais quand c'est logistiquement possible, on y est. Donc c'est dans ce cas de figure, bah, c'est la personne qui est présente qui fait office de référent marketing. Après, mon lien ou ma promiscuité avec les coureurs, voilà, on échange comme on doit échanger en tant que collaborateur de la structure. J'essaie d'être le plus proche possible, tout en gardant une certaine distance, on va Avec dire, le sportif? avec le sportif, tout à fait. J'ai absolument pas mon mot à dire et ça ne viendra jamais à l'esprit. Mais ensuite, on a forcément besoin d'eux pour gérer leur image et gérer l'image du club. Donc, on essaie d'être le plus professionnel possible. Mais ce sont des personnes qui sont extrêmement pro, extrêmement impliquées dans le projet. Donc, généralement, il n'y a aucun souci pour mener à bien les différents dossiers qu'on souhaite mettre en place. Il y en a pas Ça qui se passe sont très bien. il y en a pas qui sont moins impliqués que d'autres, par exemple? C'est pas une question d'implication. Après, je Implication, pense que mais c'est plutôt une question de concentration, et deux, de nature, hein. Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres.
Et quand je parle de concentration, c'est qu'il y en a surtout chez certains jeunes qui ont forcément pas envie de se perdre et de perdre de l'énergie dans ce type d'opération marketing qui pourrait peut-être leur faire oublier leurs objectifs premiers. Donc nous, on travaille toujours en parallèle avec le sportif de manière à ce qu'on mette en place les gène le moins possible. OK, OK. Je voulais aussi revenir sur le traitement que vous faites du VCP-LODEAC. Je pense que vous êtes Grosso modo, c'était le lien entre le VCP-LODEAC et nous. Le lien premier, il est tout à fait naturel puisqu'il s'appelle Vital Concept, qui est l'un de nos 2 copartenaires titres, dans le sens où Vital Concept était également partenaire principal du VCP-LODEAC. Ensuite, on envisageait difficilement la création de notre projet sans un club ferme, dans le sens où nous, on raisonne en tant que club, dans sa globalité. Et quand on parle de club, il y a forcément l'équipe Fagnon, l'équipe première, mais derrière l'équipe première, il y a tout un ensemble d'équipes jeunes, de structures jeunes, qui font en sorte que l'enfant est au fur et à mesure amené à devenir athlète, puis sportif de haut niveau. Et donc, on a un lien clairement quotidien avec eux, dans le sens où aujourd'hui, une partie de l'ADN est installée au centre de performance de Tex. Les échanges entre les directeurs sportifs sont quotidiens. Nous avons une communication qui essaye d'être la plus harmonieuse et homogène possible. Donc, on fait en sorte qu'on voit bien que nous fassions partie de la même structure, du même club. OK, OK. Très bien. Et après, oui, ça transpire forcément sur le plan sportif. Tu viens de parler de Maxime Chevalier. Je pourrais en citer quelques autres. Hein. Max Cam, Adrien Garel, Justin Moitié. Et la liste, j'espère, sera encore bien longue dans le futur. Ouais, après c'est sur le plan sportif, mais je sais qu'il y a le champion actuel de Grèce qui est au VCP-LODEAC. Farantakis, j'aime rien. Tout à fait. Ouais, qui a un beau maillot d'ailleurs. C'est beau, Qui a un beau maillot parce que belle couleur, et puis qui s'est très bien intégré, très rapidement intégré au sein de la structure, qui est quelqu'un de très ouvert. On parlait tout à l'heure de la nature des coureurs. C'est quelqu'un qui est très ouvert malgré la potentielle barrière de la langue. On regarde forcément avec attention. OK, OK. Question plus marketing du coup, comment vous est venue l'idée de Glazik? Alors ça revient toujours, hein. En fait, l'idée reste globalement la même. On gravite autour de la notion de club. Nous, aujourd'hui, un club, quand on parle d'un club dans un sport collectif, tu penses à quoi? Tu penses à son équipe première, tu penses à ses couleurs, tu penses à son logo, tu penses à son stade, tu penses à ses supporters, forcément, à ses partenaires, j'en sais rien, aux loges VIP, aux différentes actions qui sont menées par un club. Et généralement, dans un club, il y a une mascotte. Et on avait fait le tour un petit peu de ce qui pouvait exister dans le cyclisme professionnel mondial. Et donc, on s'est dit, tiens, ça serait assez innovant de mettre en place une mascotte. Et donc, Glazik est apparu, tout naturellement. Est-ce que c'est toi qui te déguise en Glazik ou pas? Ah non. Il m'est arrivé d'enfiler le costume de temps à autre pour pouvoir pallier à des besoins de communication, mais généralement, je n'en suis pas l'autre. Et d'ailleurs, elle vit par elle-même. Hein. Il n'y a personne à l'intérieur. Bien sûr, c'est vrai. C'est une magnifique mouette du Morbihan. Vous pouvez parler aux autres, la couleur glace aussi, d'où ça vient, parce que ça revient aussi à l'identité de la région bretonne. Exactement, je reviens, c'est assez redondant, mais c'est pour vous montrer que c'est le fruit d'une réflexion qui est assez profonde et qui est vraiment ancrée dans la jeunesse du projet. Aujourd'hui, tu n'imaginerais pas, j'en sais rien, j'habite à Nantes, donc tu n'imaginerais pas le FC Nantes sans sa couleur jaune et vert. Nous, c'est pareil. Notre couleur première, c'est le glace. Donc, le glace, c'est un mot breton intraduisible en français et qui définit l'éventail de couleurs que la mer revêt en fonction de la météo, en fonction de la saison, en fonction de ton humeur, etc., etc. Donc, ça va du vert au bleu en passant par le gris, tout un éventail de couleurs. Et c'est vraiment cette couleur-là qu'on a souhaité mettre en avant, parce que c'était l'un des symboles de la Bretagne sans être dans le stéréotype. Et à côté de ça, on a 2 couleurs secondaires qui viennent
viennent encadrer le glace, qui sont le blanc et le noir, et qui sont là bien plus historiquement marqués par rapport à la Bretagne. Et pourquoi avoir autant insisté sur l'ancrage culturel, là où l'autre équipe bretonne, la Arkea, a un peu moins insisté là-dessus? S'en éloigne, en tout cas. Ouais, ça s'en éloigne en tout cas. Alors premièrement, on n'est pas au même stade de développement, hein. C'est une équipe qui est Arkea SMC, qui est une équipe qui est très ancienne dans le peloton, qui prend aujourd'hui une nouvelle dimension. Nous, pourquoi on a souhaité s'ancrer en Bretagne? Alors, pour un petit peu détourner la question, on s'est ancré en Bretagne, mais on est ouvert au monde. Comme tu l'as tout à l'heure évoqué, on a des coureurs, on a 5 coureurs belges, on a un néerlandais, on a un autrichien, on a un italien, on est quand même assez ouvert à l'étranger, ça c'est une première chose. La plupart de nos communications importantes sont traduites en anglais. Notre site aura une version anglaise dans les semaines à venir. Mais voilà, l'ancrage en Bretagne, il s'explique par le fait que pour nous, c'était assez important de gagner rapidement une communauté de supporters. Et pour nous, une communauté de supporters, ça se gagne en essayant d'être le plus nous-mêmes possible, on va dire. Et aujourd'hui, on est breton, nos partenaires sont bretons. Vital Concept, BNB Hotel sont 2 partenaires dont les sièges sociaux sont en Bretagne. La région Bretagne est également l'un de nos fervents soutiens. La plupart de nos partenaires est d'origine bretonne. Certains de nos coureurs sont bretons, l'encadrement et le management est breton, donc c'était assez naturel pour nous de s'ancrer dans ce territoire-là et de faire en sorte justement qu'on soit une équipe de référence sur ces terres, puisqu'en plus la Bretagne peut être considérée comme l'un des fiefs du cyclisme en Europe. Ouais. Alors peut-être pas à la même échelle que le Benelux, mais quand même, on existe sur la place cycliste internationale. En France, en tout cas, ça c'est sûr. Mais du coup, quand vous avez je vais revenir au mercato 2019, la communication qui a été faite autour du retour en France, d'anciens coureurs ou en Conti-Pro en tout cas de coureurs qui étaient, en World Tour. Je pense notamment à Arthur Vichot Pierre qui venait de Roland. la FDJ et à Pierre Roland qui venait de la IF. Pourquoi avoir, peut-être pas pourquoi avoir recruté ces coureurs, mais quel est leur rôle dans la communication de l'équipe aujourd'hui et niveau marketing, vous les placez où? Alors, c'est surtout pas à moi de m'exprimer par rapport au mercato, par rapport au recrutement des coureurs. Ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que Pierre Roland comme Arthur Vichot étaient des figures de proue et sont des figures de proue du club. Et ça fait forcément partie du process de sélection, en tout cas on le pense, des principaux organisateurs de courses à travers le monde. Et donc, quand tu regardes un petit peu notre composition d'équipe et que tu vois Pierre Roland, Arthur Vichot, et d'autres encore, hein, Cyril Gauthier faisait également partie de cette vague de recrutement. Forcément, ça parle. Ce sont des noms qui comptent dans le paysage cycliste français, du moins, voire plus si affinité. Et donc voilà, c'était des noms avec une mentalité qui nous correspondait. Voilà, et aujourd'hui, tu me demandes quelles sont leurs implications sur le plan de la communication. On est dans une période qui est un petit peu délicate puisque nous sommes tous privés de course. Aujourd'hui, Pierre a mis en place des sessions de home trainer ouvertes à toute sa communauté et à la communauté du BNB Hotel Vital Concept Powered by KTM. Et donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'accompagne le plus possible dans ces démarches-là, puisqu'il est totalement proactif. C'est quelqu'un qui a vraiment compris que la communication était un élément clé dans la vie d'un sportif professionnel. Et on essaie de faire en sorte de l'accompagner de la meilleure des manières. D'accord, d'accord. Sur le plan marketing, est-ce que, à l'avenir, on ne demande pas de nous spoiler, mais est-ce qu'à l'avenir, vous comptez encore, de lancer de nouveaux projets comme vous avez lancé avec Glazik ou d'autres? Innovant, en tout cas pour le monde du cyclisme. Ouais. Alors, oui, on est. Alors, forcément, il y a cette belle période de stand-by
dû au confinement actuel. Mais dès la fin du confinement, on va dire de manière la plus intelligente possible, on lancera quelques projets qui sont dans les cartons et qu'on avait la volonté de fichialiser dans les voilà, en mars, typiquement, mi-mars et fin mars. Donc, ça a pris du retard, mais ça va sortir. Voilà, je peux vous en glisser un si vous voulez. C'est que très prochainement, nous aurons un fan club dédié aux enfants qui s'appellera le Glazik Club, voilà, et qui permettra aux plus jeunes supporters du BNB Hotel Vital Concept de nous suivre et de nous rejoindre dans l'aventure. C'est cool. C'est vachement bien ça. Bah, c'est toujours Pourquoi dans l'esprit club. Voilà, tout à fait, c'est l'esprit club, c'est que plus vous rejoignez l'aventure jeune, plus vous êtes imprégné par nos valeurs et par notre volonté, par votre volonté de nous soutenir. Et voilà, on essaie de créer cette affinité le plus tôt possible. Et justement par rapport, à l'avenir et les projets futurs, alors, du coup, vous avez été invité au Tour de France, cette année. Est-ce que, heu, avant, cette période, de confinement, est-ce que vous aviez commencé à voir, les retombées en termes de marketing ou d'appels, d'éventuels partenaires, intéressés, par votre participation au Tour de France? Alors, on est forcément bien plus médiatisé aujourd'hui. Je vais te dire ce qui change principalement, c'est que quand tu vas voir une société avec laquelle tu as l'intention de travailler, ou quand tu échanges avec des décideurs, que ce soit des collectivités territoriales ou autres, et que alors, au moment de se présenter, la première question c'est: Ah, vous êtes une équipe qui va faire le Tour de France? Pour une fois, on peut dire oui. Voilà, là, c'est le gros changement, c'est le principal changement. Mais ça s'arrête pas là, parce que c'est comme je disais au tout début de cette interview, c'est pas du tout une fin en soi. L'idée, c'est quand même de performer, de montrer qu'on a notre place, d'exposer le mieux possible nos valeurs. Mais oui, il y a eu un vrai changement sur le plan de la recherche de partenaires, dans le sens où les sociétés sont bien plus ouvertes à la négociation, sont bien plus ouvertes à nous rejoindre, puisqu'ils savent qu'ils ont cette fenêtre médiatique qui s'appelle le Tour de France et qui est l'un des plus grands événements sportifs mondiaux. Donc c'est assez naturellement qu'ils les acceptent, ou du moins qu'ils acceptent d'ouvrir leurs portes pour qu'on puisse au moins commencer à échanger. Après, il y a également eu des retours assez rapide, hein, les semaines qui ont suivi j'ai pas de chiffres clés, hein, pas de chiffres particuliers, mais les semaines qui ont suivi la sélection pour le Tour de France en janvier, il y a eu forcément plus d'implications sur les réseaux sociaux. On a une vidéo qui a fait un buzz, si on peut appeler ça comme ça, un buzz assez important, c'est celle de Jérôme qui apprenait en direct la sélection via un appel de Christian Prudhomme, et c'est vrai que ça a été, voilà, c'est nous d'une certaine manière, hein. Il n'y a pas de filtre, et c'est tout ce qui est le plus naturel. D'accord. Est-ce que, en termes financiers, vous touchez une part, les équipes qui participent touchent une part des revenus publicitaires du Tour ou non? C'est une question comme ça Alors les revenus en lien avec le Tour de France, c'est ce qu'on va gagner en tant que Prime. en prime, hein, que ce soit les classements généraux ou annexes, que ce soit les victoires d'étape, etc., etc. Mais il n'y a pas d'autres d'accord, j'aurais événements pensé qu'il y financiers. aurait eu une part ou OK. Non. Et est-ce que je sais que, j'ai vu la Total commence à le faire et la Lotto Soudal aussi commence à le faire. Est-ce que, par exemple, si à l'avenir vous devez faire une course, je sais pas, aux Pays-Bas et que vous avez un sponsor qui arrive et qui vient de là-bas, est-ce que vous pourrez changer de nom juste pour certaines courses ou changer de maillot comme, changer de sponsor Ah principal ah! sur le maillot? Eh ben, c'est une très bonne question. Alors, le règlement UCI nous autorise à un changement dans l'année. D'accord. Donc on l'a fait déjà. Alors pas cette année, mais la saison Il y a eu dernière, pour on avait, à la Bretagne classique, si je me exactement, trompe pas. on avait Ouais, un Bretagne maillot, Cycling, en hommage voilà, à on avait l'équipe un Suède, maillot ouais. particulier. Exactement, tout à fait. Donc on avait Monsieur Duclos-Lassalle qui nous avait rejoint notamment sur la Glassbox pour animer cette journée et puis faire un beau clin d'œil à l'histoire de cette magnifique course bretonne. Mais oui, c'est à étudier. Là, on étudie différentes versions de maillots collector pour des courses à venir. On a également par le passé
sorti des maillots édition limitée qui n'étaient pas portés par les coureurs en course, mais qui étaient portés par les coureurs, notamment à l'entraînement. On avait un maillot spécial Bretagne avec des magnifiques bandes blanches et noires sur le ventre. Un maillot aussi équipe de France, si je me souviens. Exactement, voilà, qui était parti comme des petits pains. Voilà. Pour le coup, on avait été plus réactif que Nike, puisque le maillot était sorti dès le lendemain du titre, et puis il s'était arraché en quelques heures, donc c'était l'un de nos plus gros succès commerciaux. Mais oui, on y réfléchit assez régulièrement. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît généralement aux aficionados du cyclisme, avoir un beau maillot, une tenue qui est esthétique et qui est assez reconnaissable dans le peloton. Donc, on y travaille. Une question qui va mêler un peu de marketing, mais quels sont les pays où vous projetez les prochains pays où vous projetez d'exporter la marque? On a vu du recrutement autrichien et italien. Est-ce que vous allez vous concentrer sur ces pays-là ou vous restez sur le cercle France et Benelux? Non, on a une vraie volonté de se développer en Europe. Dans un premier temps, Europe de l'Ouest, notamment l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. L'Allemagne qui sera un pays cible très important. Mais voilà, on sera très bien en Europe dans un premier temps. D'accord. Et encore une question, est-ce que vous avez déjà reçu des offres pour faire des courses sur le continent américain ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. La réponse est brève, mais oui, on en a reçu. Et c'est une question de calendrier ou pourquoi? Là, c'est des raisons sportives. Je rentrerai pas forcément dans les détails, mais il y a tout un process de sélection par rapport au choix ou non d'une course. Là, je suis pas dans les petits papiers des directeurs sportifs sur ce plan-là, mais c'est des choses qui sont forcément amenées à évoluer selon les saisons. D'accord. OK. Rudy, c'était une question? Question, enfin, pas particulièrement, mais surtout, l'équipe Vital Concept est là depuis 2 ans et demi, un truc du genre, c'est ça? Ouais, Ouais, 2 2 ans et ans et demi. Ça, demi. tout à fait. Est-ce que les objectifs sont bien placés? Tout ce y était voulu il y a 2 ans et demi, si c'est actuellement réussi, ou il y a des choses qui auraient aimé être différentes par rapport à ce qui était vu au départ? Ah, c'est rigolo que tu en parles parce nous, on a une sorte de plan de route qu'on a mis en place dès la jeunesse du projet, avec des jalons, qui soient sportifs, qui soient marketing, qui soient financiers et autres. Aujourd'hui, on peut dire que globalement, on a rempli, voilà, on est plutôt dans, tu vois, on est plutôt dans la partie positive. On est soit en avance, soit on est dans les clous, quoi. On est soit en avance, soit bien. Il y a deux, trois détails qui sont, euh, qui sont dans le rouge, mais voilà, c'est principalement lié à C'est du l'aléa détail, sportif. quoi. Voilà, c'est l'aléa sportif et ça, on y peut rien. On a beau faire du mieux qu'on peut, il y a toujours la glorieuse incertitude du sport, et tant mieux. Bien sûr. Ok. Alors parle de votre plan d'avancement, mais alors bien sûr, en 2018, en 2019, ça a été une déception de ne pas être invité sur le Tour, mais est-ce qu'au final, pas envie de dire vous l'avez prévu, mais vous vous y attendiez un peu quand même? Ah bah tout à fait, surtout la première Première année, année. je sais pas, je te laisse imaginer qu'une équipe qui se crée, qui évolue au deuxième échelon mondial, n'a pas forcément par nature vocation à être présente sur les routes du Tour de France dès sa première année d'existence. Non. Après, forcément, on voulait y croire puisque on s'était donné les moyens d'y aller, mais c'était quelque chose de totalement compréhensible. La deuxième saison, c'était c'était d'autres choix qui ont dû rentrer en ligne de compte, c'est normal. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est on accepte les décisions, on se concentre sur les objectifs qui viennent et qui suivent, et puis on passe à autre chose. Et puis voilà, c'est plutôt quelque chose de positif, puisqu'aujourd'hui, troisième saison, on y est, et ça sera à nous de nous montrer qu'on a eu notre place. OK.
OK, Mais voilà, ch concrètement, il n'y a pas de. Oui, il y a cette notion de déception parce qu'on est. Alors, même si j'influe pas sur le sportif, même si la partie marketing n'influe pas sur le sportif, mais on est tous compétiteurs, on a tous envie de gagner, on a tous envie de participer aux plus grandes courses du monde. Le Tour de France en fait partie, voire c'est au-delà de ça. Le Tour de France est la plus grande course du monde. Donc, on avait envie d'y aller, de bien y figurer. Maintenant, on a attendu une année de plus, hein, c'est pas bien grave. Ça nous a permis de se structurer, d'apprendre davantage, d'être plus fort. Et puis voilà, c'est d'un notre point de retour. vue d'un point de vue marketing, la différence d'exposition entre, le Tour de France et par exemple les monuments, elle est vraiment flagrante ou pas tant que ça? Clairement, c'est clairement. Tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un qui n'y connaît rien au cyclisme. D'ailleurs, tu demandes même pas ça. Tu vas dans la rue, peu importe s'il aime ou pas le cyclisme, tu lui poses la question: est-ce que tu peux me citer un monument du cyclisme? Pour être franc, ils ne sont pas nombreux à pouvoir t'en citer un, quoi. Le Tour de France, tout le monde connaît parce que tout le monde y a été au moins une fois. Le Tour de France, ça dépasse les frontières du cyclisme. Voilà, D'accord, OK. clairement. Clairement. Mais Et même ça, je cherche absolument pas à dénigrer les monuments, bien au contraire. J'ai eu l'opportunité de participer notamment au Tour des Flandres dès la première saison avec. Alors à l'époque, c'était le Vital Concept Cycling Club. C'est juste incroyable. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes réunies au bord des routes avec une ambiance qui est juste indescriptible. Mais en dehors de la grosse région Benelux, on va dire, peu de personnes, alors je vais pas dire s'intéressent, mais du moins hormis les experts, sont vraiment au fait de la beauté de cette course et de l'aspect historique qu'elle peut revêtir. D'accord et je sais que vous avez, le Vital Concept, BND Hotel avait tenté d'être invité l'année dernière sur la Vuelta. Niveau exposition, est-ce que Vuelta et Tour de France, c'est le même niveau ou pas? En termes de Ouais. marketing? Rien n'est équivalent au Tour de France. Voilà, Même 2 tours nationaux? Ah ouais, à ce point-là? ah oui, mais ça dépasse, c'est des, tu c'est la des Volt données qui sont juste, c'est des données qui sont juste monumentales, hein. Allez faire un petit tour sur le site du Tour de France, regardez les chiffres clés. Voilà, nous aujourd'hui, voilà, on peut considérer le Tour de France comme l'un des plus grands événements sportifs mondiaux, tous sports confondus, hein. Il y a les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de foot et nous, Tour de France. C'est- et la Volta, par exemple, tu la mettrais à quel niveau, par rapport à un monument ou un Paris-Nice ou encore un Critérium du Dauphiné? Si, tu peux réussir à comparer. Ouais, si j'arrivais à faire un classement. Ouais, voilà. Bah, après, tout dépend vraiment de la population qui est concernée. Tu prends le. Alors, c'est assez rigolo, je peux le faire assez facilement puisque la plupart de mes proches ne s'y connaissent pas en cyclisme. Donc, si je pose la question à l'un des membres de ma famille, par exemple, il connaîtra forcément Paris-Nice, il connaîtra Paris-Roubaix parce qu'il est français et que ça fait partie voilà, quand même, La des culture. dates importantes du calendrier sportif français, peu importe la discipline. Mmh. Mais après, si on prend voilà, sur le plan européen, forcément, la Volta est largement, largement supérieure, je suppose. Bah, genre, juste par exemple, je viens de vérifier là sur Twitter, là, la Volta, elle a 375 000 abonnés sur Twitter, alors que le Tour de France a 3 millions, je crois. Ah ouais, Voilà. c'est déjà 1 pour 10 quoi. On voit la Ouais, C'est retombée. pas, c'est pas la même échelle, quoi, tu te rends compte? Mmh. D'accord. voilà. Est-ce que la diffusion aussi des courses, par exemple, certaines sont diffusées, sur chaîne publique, par exemple Mmh. Roubaix, Dauphiné et Tour de France et d'autres qui sont diffusées, par exemple, sur l'équipe 21 ou uniquement sur Eurosport. Ça influe aussi, non? La Alors, qui est le déjà, diffuseur? ce qu'on va saluer, c'est le fait que le cyclisme, en général, est de plus en plus diffusé à la télévision. Si ma mémoire est bonne, le cyclisme, c'est le deuxième sport le plus diffusé en clair en France. Mmh. Euh, et c'est loin d'être ridicule, hein, par rapport au premier qui est le football. On est vraiment dans un même ordre d'idée, on va dire. On va saluer principalement, bah, forcément les efforts de France Télévisions et de la chaîne L'équipe et d'Eurosport par rapport à la diffusion des courses. Et plus il y a de diffusion, plus le cyclisme est visible à une communauté qui ne s'y connaît pas, une communauté de, de potentiellement d'aficionados du sport, mais pas forcément du cyclisme. Euh,
Et ensuite, plus il y a d'exposition, plus les partenaires sont enclins à nous rejoindre parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une audience derrière qui est plus ou moins importante, mais qui existe, avec une typologie de suiveurs derrière leurs écrans. Et alors, quand je dis écran, c'est pas forcément télé, hein, puisque je pense que vous les premiers, vous regardez pas forcément les courses devant la télé, mais ça va peut-être être sur votre smartphone ou votre écran d'ordinateur. Et non, on ne peut vraiment que saluer cet effort-là et on croise les doigts pour que ça aille toujours dans ce sens-là. Je veux pas trop parler, mais que l'équipe dernièrement, ils font peut-être un peu moins d'efforts par rapport à leur programme. Mais même s'ils ont fait beaucoup de choses dernièrement. Ouais, mais l'équipe a eu un rôle de diffuseur assez important quand même. Avant, le Tour d'Italie, il fallait aller sur les chaînes payantes. Maintenant, tu l'as en gratuit. C'est ça qui a un avantage. Non, alors de mémoire, j'ai vu 2-3 tweets passer là-dessus, à ce sujet, hein, sur le fait que la chaîne L'équipe serait moins présente au niveau du cyclisme et de sa diffusion dans les saisons à venir, mais j'ai beaucoup de doutes puisque je crois que des décideurs même de la chaîne L'équipe ont rétabli la vérité quelques heures après. Donc Oui. non, je suis assez confiant par rapport à ça. Je sais que par contre, la Bretagne classique avait eu des problèmes avec les diffuseurs l'an dernier, si je me trompe pas, où il y avait eu une histoire de manque de financement. Est-ce que, en tout cas, je parle sur le circuit français, c'est de plus en plus difficile pour les courses d'avoir du financement, ou est-ce que d'un point de vue marqué? Je peux pas trop m'exprimer à la place des organisateurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu organises une course 1.2 ou une World Tour, tu as un cahier des charges. Le cahier des charges est, alors je ne sais pas si c'est proportionnel, mais du moins le cahier des charges est plus ou moins relevé en fonction du niveau de la course que tu organises. Et dans le cas de la Bretagne classique, on est sur un cahier des charges qui est extrêmement exigeant, notamment sur le plan de la diffusion, mais pas que. Et il y a forcément derrière cette exigence un aspect financier qu'il faut prendre en considération. Et voilà, c'est tout le bassin économique breton qui est impacté quand il s'agit d'aller chercher de tels montants. Et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de féliciter les organisateurs qui relèvent les manches chaque saison pour aller chercher cet argent nécessaire au maintien de ces magnifiques courses, sans lesquelles le calendrier international serait bien moins fourni. Ouais, puis même pour les 1.2, je pense. Bessèges aussi. Ouais, L'an dernier, qu'il y a eu une étape en moins, je crois. Ouais, mais en tant que Breton, je parle en tant que Breton, les boucles de l'Aune, de Châtelain, le Tour du Finistère, ça, chaque année, vraiment, comme c'est pas loin des villes et tout, il y a plein de jeunes qui y vont et tout, et moi, ça me fait plus. Quand j'ai entendu que la Bretagne Ouest était en risque, ça m'a attristé, et du coup, j'étais très content qu'elle se déroule bien l'an dernier, avec une belle course d'ailleurs. Les deux dernières, elles étaient excellentes, les courses. Ouais. Tu as cité pas mal de courses bretonnes, on peut rajouter notamment le Tour-Breléon et le Tour de Bretagne dans ce lot-là, entre autres. On parlait, juste pour revenir tout à l'heure à pourquoi vous communiquez autant sur le fait que vous appartenez à cette communauté bretonne. Ne serait-ce que ça illustre parfaitement cette raison. La densité de courses professionnelles sur ce territoire est incroyable. Il y a un niveau de connaissance. Même amateur. Tout à fait, bien sûr, ça fait partie. Alors, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais la région Bretagne est une des régions avec le plus de licenciés, avec un dynamisme de course amateur qui est exceptionnel. Et c'est un parfait vivier pour les jeunes coureurs. Et on le voit dans le cyclisme d'aujourd'hui, même si c'est pas forcément dans votre équipe. Bien sûr, quelques jeunes Bretons qui réussissent plutôt pas mal, non? Ouais, moi j'ai connu. Godu, Madouas, ils font des belles choses. Et après, je m'exprime un peu plus personnellement, mais en tant que Breton, ça m'a fait très plaisir de voir une équipe qui, quand il y a eu le changement entre Arkea Samsic et où on a commencé à voir Arkea s'orienter vers quelque chose moins culturellement breton qu'à l'époque de la Bretagne séchée dans les années 2012-2013, et de voir une équipe qui remettait les couleurs bretonnes, qui a insisté vraiment sur cette culture bretonne, moi ça m'a fait très plaisir. Et c'est pour ça que moi, je suis un fan depuis le début. Et c'est très intéressant de voir comment des équipes s'ancrent culturellement dans une région où finalement on avait beaucoup de coureurs et on allait
quasiment presque plus avoir d'équipe pour nous représenter. Mmh. Alors que par exemple, la Total, c'est vraiment la Vendée. La Cofidis, AG2R, c'est c'est vraiment nord aussi. ouais, voilà, Cofidis, c'est le Le nord, Nord. Ouais, alors AG2R, c'est les montagnes. après on a vraiment ce travail qu'on fait en amont, alors avec cette volonté de paraître breton pour les Bretons, ça c'est certain, mais on essaye aussi d'avoir une communication la plus généraliste possible pour les autres régions de France et d'Europe. Mmh. Alors, tu vois, je vais te donner un exemple type. Le mot glaze, la couleur glaze, ça parle aux Bretons, et encore, ça a une frange des Bretons. Une fois que les Bretons sont au courant de ce qu'est le glaze, waouh, c'est cool, c'est un beau, voilà, c'est un beau symbole, c'est quelque chose qui leur parle. Mais alors après, tu vas, j'en sais rien, tu vas au Grand Prix de la Marseillaise, tu as 9 personnes sur 10 qui vont te dire que c'est du turquoise, qui ne connaîtront pas. Mais non, mais c'est pas du tout négatif, qui ne connaîtront pas le glaze, ce qui est normal, mais qui trouveront juste cette couleur belle. Et c'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'avant tout, il faut que ce soit beau. Et dans un En fait, deuxième c'est temps, il faut que visuel ce soit aussi dans un symbole. peloton aussi. Tout C'est à fait. visuel par Bah, rapport au reste des couleurs des autres équipes. exactement. Exactement. Les Nous, les made in turquoise. voilà. Les Tu vois, voilà, Mini les Made on a beau être breton, on a quand même un surnom et une marque déposée. Aujourd'hui, Made in Glass, c'est une marque déposée qui Enfin, il y a est plusieurs marques déposées d'ailleurs de la Vital Concept, quoi. Il y en a un nombre. Ah ouais, bah Made in Glass, c'est déposé, Glazik, c'est déposé. Alors, Mais on est en cours, on est en train de déposer Glazik, mais c'est pas fini. Par contre, ouais, oui, Made in Glass est une marque qui est 100% déposée, qui est exploitée commercialement comme on souhaitait le faire dès l'origine du projet. Ouais, Et There is voilà. no try aussi. Voilà, qui est notre slogan. Mais avant tout, voilà, on s'appelle BNB Hotel Vital Concept Power by KTM. Et c'est aussi l'une des forces du cyclisme, hein, c'est qu'on se repose sur des partenaires titres qui veulent faire communiquer leur image non seulement par la visibilité de leur logo sur un maillot, mais également par l'appellation de leur entité, que ce soit par des journalistes ou des consultants à la télévision. Et donc, c'est forcément important qu'on continue de nous appeler de la sorte. d'accord. Et c'est une volonté de l'équipe marketing ou des graphistes de rester toujours sur cette couleur-là, en apportant que des petits changements chaque année? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je reprends l'exemple du vert et jaune des Canaries, du blanc et bleu de l'OM. C'est très difficilement imaginable de voir ces équipes avec des couleurs différentes. Et nous, c'est également une raison pour laquelle certains partenaires nous rejoignent. C'est qu'on a une identité qui est forte et ils s'adaptent à cette identité, ils épousent l'identité plutôt que de voir ça comme une contrainte. D'accord. Oui, donc le glace ne va pas disparaître de sitôt. Non, 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 je pense que je peux même mettre assez fort là-dessus en te disant et ferme là-dessus en te disant qu'il disparaîtra jamais. Tant que Ah oui. l'équipe disparaîtra. Ah bah, ça fait très plaisir, parce que c'est des belles couleurs Voilà. et c'est assez intéressant de voir en 2 ans et demi comment une équipe qui partait de rien parce qu'il y avait pas il y avait enfin, il y avait le VCP, l'UDA en structure amateur, mais assez intéressant de voir comment vous avez réussi à créer une structure qui aujourd'hui dans les pelotons, bah, on les voit, on sait direct qui c'est. Alors que par Alors, exemple c'est certaines notre. conti pro, Un Ouais. on les peu connaît un pas peu forcément. ça me rappelle un peu le modèle de l'Euskaltel, fut un temps avec, les Basques, sauf que vous, bah, c'est les Bretons, quoi. Après, on se rejoint par pas mal d'aspects, hein. On a une région qui est forte, qui est derrière nous, donc que ce soit le Pays Basque ou la Bretagne. On a une couleur qui était assez forte, avec un certain patriotisme qui est derrière, un patriotisme régional, que ce soit le patriotisme breton ou basque. Donc oui, on peut faire la comparaison. Après elle s'arrêtera sûrement là, mais il y a Oui. des beaux parallèles à faire. Ils vous rejoindront dans pas longtemps aussi. Oui, Oui, Scatel, tout à fait, tout Quand à on va fait, parler de exactement. l'Euskaltel qui revient. Ouais, oui, oui, tout à fait. Mais après, c'est intéressant que vous souligniez ce fait-là, puisque nous, on s'en rend pas forcément compte. On essaie d'étudier, d'être le plus objectif possible par rapport à la manière à laquelle on est perçu dans les pelotons et vis-à-vis des supporters. Mais c'est sûr ayant le nez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 là-dedans, on vit glace, on mange glace, on boit glace. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'on est On est imprégné. plus forcément, voilà, on est imprégné, on n'est plus forcément lucide par rapport à ce sujet. OK. Bah, du coup, je pense, une dernière question. Heu, à l'avenir, est-ce que les
est-ce que de nouveaux sponsors titres rejoindraient le Vital Concept BNB Hotel ou est-ce que vous comptez rester avec ces 2-là le plus longtemps possible? Alors, c'est pas une question de par respect pour eux, c'est pas une question de Ouais, ouais. rester avec ces 2-là le plus longtemps possible. Non mais Ce sont 2 entités qui nous ont rejoints et qui font en sorte que le BNB Hotel Vital Concept Powered by KTM vive, et puisse s'épanouir, le mieux possible. Alors dans cette saison un petit peu compliquée aujourd'hui, mais dans l'avenir également. On aura forcément besoin de financements supplémentaires et supérieurs quand il s'agira de passer une marche supérieure sur le plan sportif. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de question à se poser sur ce niveau-là, quoi. Ce que je veux dire, c'est vous êtes pas fermé à d'autres sponsors, quoi, vous Alors continuez. pour tout te dire, pour rentrer dans les détails, nous aujourd'hui, on a une structure de partenaires qui s'appelle le Glaze Affaires, hein, qui est un réseau de partenaires qui gravite autour du club, et qui est alimenté mensuellement, hein, tous les mois, on a des nouveaux partenaires qui nous rejoignent. Alors ce sont forcément pas les mêmes niveaux d'implication et de montants que peuvent l'être ceux de nos partenaires titres, mais à leur niveau, ce sont des montants qui sont importants, qui les engagent forcément auprès de nous. Et donc, on a cette volonté d'être le plus équitable possible vis-à-vis de tous nos partenaires. Nous, on a plus d'une centaine de partenaires qui nous soutiennent, que ce soit financièrement ou en termes d'équipement. Donc, c'est important de continuer à faire croître ce nombre-là pour que l'équipe puisse prendre une ampleur Et à l'échelle de ce qu'on souhaite en faire. et au niveau du type de partenariat, vous êtes, sur des simples partenariats, financiers, et ou, logistiques ou bien, est-ce que vous développez de nouveaux types de partenariats? Alors, on a un biais en fait qui est important chez nous, qui est, qui est même primordial, puisqu'il y a l'un des membres de notre structure marketing qui est impliqué quasiment quotidiennement là-dedans, c'est la partie hospitalité, puisqu'on a Mmh. mis en place dès le lancement du projet ce qu'on appelait la Gasbox. Alors au départ, elle était beaucoup plus petite, maintenant elle a pris une certaine ampleur. Euh, donc, lorsqu'un contrat de partenariat est signé avec une entreprise qui nous rejoint, il y a de temps à autre un aspect visibilité qui rentre en jeu, hein, que ce soit sur nos véhicules, que ce soit sur nos différents supports tels que la tenue et autres. Mais après, on a surtout de l'hospitalité. Donc, ils nous rejoignent pour venir assister à telle ou telle compétition, on va dire dans un cadre 100% glace. OK. Avec donc, des VIP, des choses comme ça quoi, un peu? C'est exactement ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des prestations d'hospitalité, hein, avec, alors généralement, au-delà de la course, tu vas avoir la venue de coureurs, une immersion complète dans la vie d'une équipe en période de course, que ce soit la préparation des vélos, que ce soit le travail des assistants, etc., etc. Voilà, il faut vraiment se dire que c'est un projet qui a été que tous les membres du club ont embrassé. Et aujourd'hui, ils savent que quand il y a des partenaires qui rentrent dans notre protocole, on va dire, de course, ils sont accueillis de la meilleure des manières, puisque tout le monde se met au diapason pour pouvoir les accueillir. Et voilà, nos partenaires ne viennent pas uniquement pour voir la course, mais également pour vivre l'ambiance du BNBT, du Vital Concept. Mmh. C'est vraiment un club où enfin c'est ça Et casse vraiment, c'est cette notion-là. C'est la notion de club. Il faut qu'il soit. J'espère qu'il sera ancré en vous plus tard, mais voilà, l'idée, c'est que nos partenaires nous rejoignent, c'est parce qu'ils sont supporters de notre structure et qu'ils en sont fiers et voilà, qu'on essaie de faire paraître tout un ensemble de valeurs, de jeunesse, de fraîcheur qui nous est propre et puisque on fait en sorte que ça. c'est assez rare dans le vélo de voir quasiment une culture du supporterisme un peu. Enfin, très peu d'équipes insistent là-dessus. Justement, le Vital Concept, vous insistez beaucoup là-dessus, sur, c'est vraiment comme si un club parlait à ses ultras, parlait à ses supporters et Tout à fait. Tu vois, c'est tu viens c'est vachement intéressant. tu viens de dire Ultra. Nous, notre fan club s'appelle le COP Glaze, hein. Donc, COP, ça vient directement du langage, du champ lexical de l'ultra, hein, du supporter de football.
Et c'est parce que, voilà, au-delà du cyclisme, on a tous une culture sportive à côté et on essaie de faire en sorte de reproduire les schémas qui nous semblaient les plus pertinents. OK. Et petite question aussi sur les vidéos que vous avez fait Mmh. pour, chaque recrutement. Mmh. Comment s'est développé, par exemple, la venue de C'était pas mal, Mozzato pas ou mal. de Tommy Hector? Qui s'occupe de ça et d'où viennent les idées? Alors, d'où viennent les idées? Bah, c'est le fruit d'une réflexion commune avec, les différents membres de la partie marketing. Alors, je ne vais pas forcément toujours les citer et puis, certains veulent rester dans l'anonymat, mais on va dire que, voilà, il y a un brainstorming, c'est le fruit d'un plan de communication et puis, il y a une notion de qualité qui rentre en jeu, mais également une notion de message un petit peu décalé qu'on souhaite mettre en avant. Et parfois, le message se doit d'être au-dessus du vecteur, hein. C'est-à-dire que parfois, la vidéo, ça va pas être du Spielberg, mais le message qui est derrière, le montage qui en est fait, est vraiment ce qu'on souhaite en faire, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Donc voilà, c'est D'accord, le d'accord. fruit d'une réflexion avant même le lancement de la saison des transferts, par exemple, dès qu'on a une idée approximative de l'identité des coureurs qui nous rejoignent, on travaille sur le levier qui fera en sorte que ce soit le plus sympa pour les supporters. D'accord, d'accord. OK. Moi, Franche je voulais dire aussi, est-ce que vous comptez faire quelque chose un peu plus dans l'immersion de l'équipe par rapport, comme par exemple ce que fait Direct Energy ou le documentaire qui est récemment sur l'équipe Movistar, faire un truc à peu près dans le genre à l'immersion de l'équipe Vital Concept? On a vraiment, aujourd'hui, on a vraiment cette volonté, on est une équipe jeune, on a vraiment cette volonté de faire de différencier le sportif et du reste du club. Donc quand on est en course, on essaie de déranger le moins possible les coureurs. Là, tu prends l'exemple de Total Direct Energy, c'est le plus souvent lors du Tour de France. Ça sera notre première, ça sera notre première participation au Tour de France. On va faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Donc, il faut que nos coureurs soient les moins parasités possibles. Mais ce qui ne nous empêchera pas de faire une immersion comme on souhaite le faire et comme on peut le faire à notre échelle. On a quelques petits projets dans les cartons. Et à côté de ça, nous, ce qu'on a aussi voulu mettre en place, c'est une immersion dans le quotidien du coureur. Pas forcément un jour de course, mais dans l'identité même du coureur. Donc, on a mis en place une série qui s'appelle Glass Story. On a fait plusieurs épisodes, notamment un qui nous avait beaucoup marqué, c'était celui de Patrick Muller, puisque malheureusement, on avait terminé de le monter quelques jours après ou quelques jours avant l'annonce de l'arrêt de sa carrière. On a également pu faire un épisode sur Cyril Gauthier, un épisode sur Brian Cocard, puisque le premier épisode était sur Brian. Voilà, donc on travaille là-dessus pour montrer que derrière le coureur cycliste que vous voyez à la télé, il y a un homme qui a des passions, qui a un entourage qui l'a forgé et que le fruit de sa de son environnement en font un coureur si particulier et si différent de ce qu'on peut retrouver dans d'autres équipes. D'accord, d'accord. Bon, bah, si Alex, Rudy, une dernière question ou? Non, je pense qu'on a Non, on a non. fait le tour, on l'a bien passé sur le grill. OK. Bah, écoute, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous, Thibaut, et C'est partagé. encore merci d'être venu, et Pas de bah, problème. on va vous souhaiter bonne journée à tous. Voilà, Ouais. Restez bien chez vous et On attend la profitez de votre prochaine journée et de course. vos proches. Voilà, Voilà. voilà. À la prochaine. on se Bon retrouve sur les confinement. prochaines routes. À plus. Au revoir. À plus.